dès qu'on parle de Web 3.0, de blockchain, de NFT, ça semble être extrêmement technique. Ça l'est. Et en même temps, on ne peut pas ignorer, en 2021 en tout cas, que la technologie modifie profondément la manière dont on interagit les uns avec les autres. C'est le cas aujourd'hui de Facebook, de TikTok, de WhatsApp, des jeux en ligne, etc., etc. Et donc cette conversation que j'ai aujourd'hui avec Luc Jodet, qui est l'un des cofondateurs d'Ariani, avec lequel j'ai eu l'occasion de collaborer, parce que moi-même j'étais l'un des cofondateurs de ce protocole dans la blockchain, on essaye de rendre accessible cette information. C'est quoi le Web3 ? C'est quoi la blockchain ? Et c'est quoi les NFT ? Pourquoi on en parle autant ? Pourquoi ça a pris particulièrement dans le monde de l'art ? Quelles sont les autres applications ? Est-ce qu'il faut investir dans les NFT ? C'est tout ça qu'on traite aujourd'hui avec Luc. Je vous invite vraiment à écouter cette conversation que je pense est importante puisque ça va encore une fois avoir des répercussions sur votre vie demain, j'en suis assez certain. Donc je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Luc. Bonjour Greg. On va parler d'un sujet complexe, mais on va essayer de le rendre simple et agréable. On va parler des NFT, mais avant de commencer par les NFT, je voudrais qu'on parle, peut-être qu'on différencie ce qu'on appelle le Web 2.0 et le Web 3.0 pour que les gens puissent comprendre dans quelle direction on va. Puis après, on parlera de blockchain et après, on parlera d'un NFT si ça te va. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le Web, ce qu'on appelait le Web, ce qu'on sait que le Web 2 et puis du coup, ce qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que le Web 3? Bien sûr. Donc, c'est vrai quand on parle de NFT, c'est important de parler de ces trois différents web qui sont vraiment une évolution en fait au cours du temps. Alors, pour parler du Web 3, il faudra quand même qu'on parle un peu de blockchain, mais déjà parlons du Web 1. Le Web 1, c'est vraiment le premier web qui a existé, hein, donc celui que même moi, qui suis pas si vieux que ça, ai connu au tout début de l'utilisation d'Internet dans les années 90. C'était vraiment ce web où l'idée était que tu faisais tourner ton serveur, tu codais ton site et tout appartenait. Et vraiment, donc, on allait sur des sites de copains et on se parlait de site à site. On surfait de site à site. C'était vraiment une vision décentralisée, très fortement décentralisée de cette infrastructure. Le seul petit problème, c'est que c'était difficile d'accès parce que il fallait avoir des capacités de code, il fallait des capacités de faire tourner un serveur, et donc en fait assez rapidement, au début des années 2000, on a vu émerger des plateformes, notamment les blogs, qui permettaient en fait en 2-3 clics de lancer un blog d'abord, et plus tard des plateformes comme de social media comme Facebook. Ou Flickr. À l'époque c'était Flickr. Après il y a eu Instagram. Bien TikTok, sûr. Donc tous ces réseaux sociaux. Donc le Web 1 c'est vraiment où tu fais tout toi-même. Le Web 2 en fait c'est l'arrivée de cette révolution qui donnait accès à tout le monde facilement sans avoir de capacité technique. Le seul problème du Web 2, c'est que quand tu allais créer un blog sur Blogger ou que tu créais ton profil sur Facebook, eh bien tu ne possédais plus tes données, tu possédais plus en fait l'infrastructure. L'infrastructure c'était Blogger ou c'était Facebook qui la possédait. Et donc tu deviens vraiment tributaire de ce que fait Facebook comme on le voit aujourd'hui. Et donc quand il y a des changements de règles, eh bien tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même puisque c'est de toute façon tu te soumets aux règles de Facebook et pas aux tiennes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent comme ça avec leur compte Instagram, qui se voient leur compte Instagram supprimé ou alors des changements d'algorithme, c'est-à-dire des baisses de visibilité, et ça en fait c'est lié au Web 2, au fait que ce soit des plateformes. Alors il y a un exemple très connu sur ça qui est le groupe Linkin Park qui au tout début des Facebook groupes de Facebook avait une page en fait Facebook sur laquelle ils avaient ramené toute leur communauté, et sur cette page ils avaient, je crois que c'était 60 millions d'utilisateurs, et vraiment ils faisaient pas d'email quoi que ce soit, ils utilisaient ça comme leur principal mode de communication avec leur communauté. Donc quand ils voulaient communiquer avec toute leur communauté, ils balançaient un message sur le groupe et c'était envoyé aux 60 millions de followers. Un jour, Facebook décide que non, au final, ça nous embête que vous puissiez envoyer à tout le monde, donc on change l'algorithme, et l'algorithme maintenant ne renvoyait qu'à 5 à 10% de leur communauté. Donc il y a que 5 à 10%, quand ils envoyaient un message, et que 5 à 10% de leur communauté qui y avait accès. Et pour avoir accès aux 100% de la communauté, je te le donne en mille, il fallait faire du contenu subventionné, enfin, il fallait payer Facebook. Et ça, c'était vraiment l'exemple type de quand tu crées une communauté, alors que c'est toi qui travailles à créer cette communauté, à ramener tout le monde sur ta page, eh bien tu ne la possèdes pas vraiment. C'est en fait Facebook qui te la prête, qui te la loue, et pas peu cher. Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique des problèmes qu'on a avec le Web 2, enfin qui sont arrivés avec le Web 2 puis qu'on a très fortement aujourd'hui, où vraiment tu es captif en fait de ces plateformes. Donc
Donc pour arriver au Web 3, Exactement. le Web 3, c'est l'ambition du Web 3, c'est justement d'avoir quand même des outils qui sont relativement simples, des infrastructures qui sont faites par d'autres personnes, ou que tu n'as pas besoin d'avoir des capacités techniques très très poussées, un petit peu, il en faut quand même un petit peu, il faut quand même comprendre un peu comment ça fonctionne, mais l'idée c'est vraiment que ce soit pas nécessairement très difficile d'accès, et que tu n'aies pas besoin de faire tourner ces serveurs, mais que tu sois le vrai propriétaire de tes données. Et alors c'est là où la blockchain rentre en compte, puisque la blockchain, pour le dire assez simplement, c'est une infrastructure qui est décentralisée, c'est-à-dire que et où toi, en tant que participant de cette infrastructure, tu participes à la fois à faire tourner l'infrastructure, à la maintenir, et tu es le vrai propriétaire, il n'y a pas d'intermédiaire, de tout ce que tu as, toutes les données que tu as sur la blockchain. Moi, la manière dont j'explique la blockchain en général, pour les gens qui comprennent pas ce que c'est, ce qui est la très grande majorité, et après on pourra aussi se poser la question si c'est nécessaire de comprendre ce que c'est que la blockchain d'ailleurs, mais moi je dis en fait, ce qu'on connaît du web jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la digitalisation de la communication. C'est-à-dire, quand on dit digitalisation de la communication, on pense tout de suite à l'email, mais en réalité, que ce soit l'e-commerce, les réseaux sociaux, tout ce que tu disais avec le Web 2, etc., finalement, c'est de la communication et on l'a digitalisé. Et la blockchain, c'est une autre partie. C'est la digitalisation de la confiance. Donc en fait, ça permet, alors on peut envisager l'échange monétaire, tu vois, typiquement le Bitcoin, mais en fait, il y a plein de pans qu'on peut envisager avec la digitalisation de la confiance. Je sais pas si ça résonne chez toi et si tu veux du coup préciser. J'essaye de l'expliquer simplement parce que sinon, autrement, c'est vrai que on rentre tout de suite dans des explications qui sont complexes. C'est ça. Après, pour le rendre un peu plus accessible, je dirais que la blockchain, c'est l'idée que bon, quand on reprend le Web 2, ce qui est important chez Facebook, c'est pas nécessairement l'interface. En fait, l'interface, c'est ce qu'on te donne gratuitement pour que tu aies facilement accès, pour te faire venir. Ce qui a de la valeur chez Facebook, c'est ce qu'ils appellent le social graph. C'est le fait que, justement, les 60 millions de personnes qui ont cliqué, qui ont dit, moi, je veux être lié à avoir des informations de Linkin Park. Et donc ce social graph, c'est tout cet arbre de différentes connexions qu'on a avec des gens, avec des groupes, avec des entreprises bien sûr, enfin des marques, et ça c'est ça qui a de la valeur. Et ça c'est protégé de très très près par ces plateformes. Ce que te permet en fait la blockchain, c'est de recréer en fait ce social graph et de faire que tu sais que d'une manière donc décentralisée, une espèce d'infrastructure que tout le monde fait tourner, tout le monde participe, et il n'y a pas une personne qui la contrôle, puisse exister sans que tu aies un Facebook qui dise bon finalement moi je te donne accès, je te donne pas accès. Et donc ça comme tu le disais, ça se réalise de différentes manières. Une des toutes premières applications, ça a été le Bitcoin, et l'idée là c'était qu'on avait une infrastructure décentralisée qui permettait de recréer une monnaie vraiment pair à pair, comme le billet de banque que tu as comme le billet que tu as dans ta poche. Mais sur Internet. Donc, ce que j'aime bien dire souvent, c'est que en fait, on a tous des assets digitaux. On dit souvent que le Bitcoin et les tokens de la crypto sont des assets digitaux. C'est vrai, mais c'est pas les seuls. Tout le monde en fait qui nous écoute là, je pense que la très grande majorité ont en fait déjà des assets digitaux, puisque sur ton compte en banque, les euros que tu as dessus, c'est des assets digitaux techniquement. Il n'y a pas un billet de banque derrière physique, c'est juste un enregistrement de 1 et de 0. Sauf que en fait ces assets digitaux ces euros que tu as sur ton compte en banque, tu as l'impression qu'ils t'appartiennent vraiment, mais c'est toujours sous le contrôle de ta banque. Et ta banque peut très bien à un moment te dire non, mais attendez, là, je pouvais pas sortir 10 000 euros comme ça. Il va falloir que vous remplissiez un certain nombre de formulaires, puis peut-être revenez dans 2 jours et vous n'avez pas un accès total. Ce qui a permis Bitcoin, c'est de faire exactement la même chose que ton euro sur ton compte en banque, sauf que tu le possèdes vraiment de la même manière que tu possèdes ton billet dans ta poche. Et donc ça, c'est juste sur un asset monétaire, c'est la première application. Puis après, il a commencé à venir d'autres applications, notamment grâce à une autre blockchain qui avait une vision qui est un peu plus évoluée, on va dire, que Bitcoin sur le côté technique, qui permet de créer une multitude d'assets. Et donc des assets, ça peut être donc des assets financiers, mais ça peut être aussi des assets artistiques ou de jeux. Et c'est là où les NFT justement viennent en jeu. Alors, effectivement, expliquer que la blockchain, c'est une couche technique. Je pense que vous l'aurez compris, c'est une couche basse de technologie, un petit peu comme qu'est-ce qu'on pourrait comparer avec l'email ou Internet. Et en fait, les gens ne savent pas exactement comment ça fonctionne, l'email ou c'est quoi. On pourrait comparer avec le TCP/IP un peu. Absolument. Un mot que les gens n'ont jamais entendu, a priori, enfin la majorité. Et en même temps, ils utilisent l'email et Internet tous les jours, donc ils utilisent le TCP/IP, mais ils savent pas comment ça marche.
Tout à fait. Vous utilisez TCP/IP et SMTP tous les jours. Mes parents utilisent TCP/IP et SMTP tous les jours. Ils seront incapables de m'expliquer comment ça marche, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que ça rende le service voulu et que ça le rende d'une manière qui soit accepté par tout le monde et qui soit reconnu par tout le monde. Et donc la blockchain, en fait, c'est un peu pareil, c'est qu'au bout d'un moment, c'est bien de comprendre comment la blockchain fonctionne. Et j'invite quand même tout le monde à regarder un peu le sujet. Je vous promets, c'est passionnant. C'est un peu technique, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'aller extrêmement profondément dans la technique. Hein. Il y a juste comprendre la logique du truc déjà, et je pense que c'est déjà génial. Mais mais je pense vraiment que le futur de la blockchain, c'est qu'en fait, on me dira c'est sur Ethereum, et on le voit déjà, on commence à le voir avec les NFT justement. Donc on en parlera après, mais on dira juste c'est sur Ethereum, et donc c'est bon, j'ai confiance parce que c'est sur Ethereum. Alors il faut faire gaffe parce que peut-être qu'Ethereum change, donc il faut quand même qu'il y ait des chiens de garde qui gardent, mais il y en a il y a quand même beaucoup de gens qui font attention justement à ça, et beaucoup de gens qui sont impliqués dans dont moi, qui font gaffe à ce que Ethereum reste bien décentralisé, mais c'est quelque chose, je pense que pour la majorité de la population, ils prendront juste le fait que si ton NFT ou ton asset est sur Ethereum, tu peux faire confiance, c'est décentralisé, et tu as toujours cette possibilité de faire passer ces assets librement d'une personne à l'autre. Alors, du coup, on va parler des NFT, parce que c'est un sujet, en fait, je voulais faire cet épisode parce qu'on en parle beaucoup depuis début 2021, des NFT. C'est pas aussi récent que ça, finalement, c'est un peu plus vieux, puisque Ariani, à l'origine, c'est un NFT, ça date de 2018, donc... Mais est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est qu'un NFT, et après, on va essayer de voir pourquoi on en parle autant, quelles sont les applications, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est un NFT? C'est une grande question. Un non-fungible token. Et comme tu le disais, on a commencé à Ariani, donc fin 2017, on a vraiment lancé le projet, créer les structures en 2018, et à l'époque, jusqu'à assez récemment, en fait, on n'utilisait même pas le mot NFT, on utilisait le mot blockchain, parce que NFT, en fait, ça voulait dire rien à ça voulait dire des choses pour des gens de notre écosystème, mais dès que nous on parle avec beaucoup de marques de luxe et de fashion, de mode, et pour ces gens-là, le NFT ça voulait rien dire jusqu'à il y a très récemment. et donc le NFT, en fait, comme le Bitcoin est une unité monétaire qui représente donc une unité comme un dollar, si tu veux, mais d'une monnaie différente qui a son propre cours, le NFT, c'est une unité qui représente quelque chose qui n'est pas une unité monétaire, une unité fongible, c'est-à-dire pas quelque chose donc deux NFT ne sont pas nécessairement la même chose. Et donc après, ça peut représenter en fait plein de choses. Le NFT, c'est vraiment faut le voir comme un médium. C'est-à-dire, c'est comme une feuille de papier. C'est-à-dire qu'une feuille de papier, ça peut servir à la fois à faire un petit dessin comme j'ai là, qui ne vaut strictement rien. Et donc ton NFT, elle n'a pas de valeur monétaire ou d'échange. Le NFT, la feuille de papier, ça peut aussi servir à dessiner un Picasso. Et là, dans ce cas-là, ça peut valoir des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Ou une cale pour une table. Ça peut aussi faire une cale pour une table, tout à fait. Ou ça peut aussi être un contrat, par exemple. Donc, quelque chose qui engage de partie, qui a une valeur légale, et dont le papier en lui-même n'a pas cette importance, mais le fait que ça ait été signé, que ça te donne des règles, en fait, te permet d'avoir une valeur, puisque ton contrat a une valeur, mais c'est pas nécessairement le NFT en lui-même qui a la valeur, c'est juste que c'est une représentation de ton contrat. Voilà, donc il faut vraiment voir le NFT comme juste un support sur lequel tu peux mettre plein de choses. Et il y a plein d'exemples aujourd'hui de super applications qu'on peut commencer à regarder. Ouais, on va regarder. Et en fait, tu parlais tout à l'heure non-fungible, c'est moi qui l'ai dit, non-fungible token, et donc tu as utilisé le mot français non-fungible. C'est bien pour préciser que par exemple, $1 versus un autre dollar, c'est $1. C'est-à-dire que si tu me donnes $1 et que je te rends $1, a priori, c'est la même chose. Mais si je te prends un contrat qui est d'une feuille de papier à l'origine, et que je te donne une autre feuille de papier mais qui est blanche, du coup, ça n'a plus du tout la même valeur. Ou si je te prends, par exemple, pour parler, j'en sais rien, une paire de baskets avec des caractéristiques, j'en sais rien, une paire de Nike Air Max de telle année, avec les bonnes couleurs, etc. Deux chaussures qui ont les mêmes caractéristiques, elles n'ont pas la même vie nécessairement, donc du coup, on va pas les échanger l'une contre l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est non fongible. En fait, c'est de pouvoir différencier de manière technique deux produits avec les mêmes caractéristiques, mais qui sont pas les mêmes. Tout à fait. C'est comme deux peintures de Picasso, c'est pas les mêmes choses. Donc tu vas pas nécessairement assigner la même valeur à un Picasso ou à un autre, même si c'est dans l'absolu un Picasso. C'est pas la même toile, et donc pour des raisons diverses et variées, tu n'auras pas nécessairement la même valeur, voire certaines qui n'ont pas de valeur. Peut-être qu'un petit dessin de Picasso, ça a presque pas de valeur, mais une magnifique peinture aura beaucoup plus de valeur.
Ouais, un petit dessin. Moi, je le prends, le petit dessin. Non, ça, mais même, ce qui est intéressant, c'est même deux peintures qui seraient très similaires parce qu'elles ont une histoire différente, par exemple. Si c'est une copie, par exemple. Alors, une copie, oui, tout à fait. Ou même si c'est deux originaux, mais une qui a eu une histoire parce qu'elle est passée entre les mains de quelqu'un de spécial, ou parce qu'il y a une histoire directe. Pareil, ça va avoir des affaires différentes. Alors que ton Bitcoin, dans l'absolu, tu t'en moques un peu de où il est passé. Tant qu'on te l'accepte comme un Bitcoin, il n'y a pas de raison qu'il ait plus de valeur. C'est ça. Alors du coup, tu parles beaucoup de l'art. C'est vrai que les NFT, on l'a beaucoup associé au monde de l'art. Et alors, j'aimerais comprendre du coup d'abord pourquoi on l'associe au monde de l'art. Pourquoi l'art en particulier, c'est entiché, on va dire, des NFT. C'est quoi ce phénomène? Et est-ce qu'on peut vraiment posséder une œuvre d'art numérique? Parce que du coup, c'est un peu virtuel. Enfin. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'art dans le NFT? C'est parce que, comme dans beaucoup de nouvelles technologies, en fait, c'est ces gens, les artistes, qui ne demandent pas à comprendre tout ce qui se passe, qui juste se prennent un support, prennent une technique et puis expérimentent avec et créent. Et il n'y a pas de question de quelle est la valeur derrière pour eux. Enfin, l'art se suffit à lui-même. Et donc, c'est ça qui a fait que le NFT, je pense, a vraiment pris, notamment fin d'année dernière, début de cette année. Alors, le NFT d'art, ça a une histoire beaucoup plus longue, hein, mais c'est vrai que là, on a eu un engouement, on va dire, du marché, et au-delà du marché du monde à la fois de crypto, mais beaucoup de gens en dehors de la crypto, sur ce côté du NFT d'art. Et pourquoi, encore une fois, est-ce que vraiment le NFT d'art a capté ça? C'est parce que à aucun moment on te demande mais pourquoi est-ce que ce Picasso vaut cette somme, ou pourquoi est-ce que ce NFT d'art vaut cette somme? Elle la vaut juste parce que il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce prix, et on ne te demande pas la valeur intrinsèque, la valeur fondamentale, à quoi ça me sert. Bien sûr, il me dira une peinture, je peux la mettre sur le mur, mais bon, tu as des posters beaucoup moins chers que tu peux mettre sur le mur pour la décoration. Quand tu achètes une peinture et que tu la mets sur ton mur, ou une sculpture, tu la mets pas juste pour l'aspect décoratif. Tu achètes surtout parce que il y a un amour du beau, il y a quelque chose qui te parle, et puis il y a aussi la volonté d'aider, de subventionner, de supporter un artiste, et tout ça, en fait, l'art a fait que on a évacué toute la question de oui, mais ce NFT, à quoi il sert, pourquoi est-ce que ça serait ce prix-là, et c'est pour ça que l'art, en fait, a commencé, s'est lancé, vraiment lancé le NFT. Je veux dire de manière large en fin d'année dernière, début de cette année. Pour moi, c'est vraiment pour ça. Et alors, on peut dire que c'est hautement spéculatif, mais en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de l'art, il y a énormément de tableaux. La majorité des tableaux, en fait, sont achetés et restent dans des ports francs, dans des boîtes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont jamais accrochés sur des murs non plus. En fait, ils sont investis. Donc, quelqu'un parie sur une œuvre. Et puis la laisse dans un port franc. Donc un port franc, c'est une zone hors taxe, en fait, dans un port ou dans un aéroport. Et elle reste dans une boîte jusqu'à ce que le prix de cette œuvre monte ou descende. Et puis derrière, la personne la revend. Mais en fait, finalement, elle voit jamais les murs et elle voit pas la lumière non plus. Alors tout à fait. Après, c'est pas l'art qui me passionne le plus. Mais mon père est sculpteur, et donc j'aime l'art qu'on a chez soi, qu'on peut toucher, qu'on a une expérience, hein, je pense. Et puis toi aussi, t'as vachement d'œuvres d'art chez toi, et je pense que c'est comme ça que devrait être l'art. Après, oui, tout à fait. Dans le marché de l'art, il y a un aspect extrêmement spéculatif, qu'il y a aussi dans une certaine mesure sur le NFT, sur NFT d'art. Ça étant dit, moi j'ai pas mal de NFT d'art que je n'ai rien à faire de la valeur. Je les affiche, je les partage en ligne, et puis surtout j'ai une relation, en fait, avec, en tant que collectionneur, avec les artistes que j'ai collectionnés. J'en ai rencontré pas mal d'ailleurs, maintenant que les frontières se rouvrent, j'en ai rencontré pas mal en personne, parce que j'ai envie de voir la personne qui avait fait cette œuvre, et j'aime l'œuvre justement pas parce que peut-être qu'elle vaudra 100 fois plus dans quelques années ou dans quelques jours, parce que parfois c'est vrai que ça va très très vite dans la crypto, mais ce que je veux, c'est plutôt cette relation avec cet artiste, c'est cette œuvre, et c'est ça qui m'intéresse. Donc du coup, finalement, si j'essaye de comprendre, je me dis, en fait, un NFT, c'est une œuvre numérique unique. Et ce qui la rend unique, c'est justement que c'est un NFT et qu'elle a un numéro particulier. C'est ça, en fait? Alors, il y a beaucoup de choses sur l'art. Je dirais déjà, la première chose, c'est qu'on voit souvent l'art comme un objet. J'ai une toile, tout ça, mais il y a beaucoup d'art aussi qui n'est pas un objet. Il y a quelques années, il y avait eu un
un peu quelque chose qui a défrayé la chronique qui était un artiste qui avait pris une banane et qu'il avait accroché qui avait scotché au Chatterton sur un mur, et ça s'était vendu, je sais plus, 130 ou 140 000 dollars. Je crois qu'il en a même vendu 3 d'ailleurs à ce prix-là. Donc, et puis les gens ont posé la question de base, c'était oui, mais qu'est-ce qui se passe quand la banane pourrit? Et fait mais c'est pas grave, vous pouvez remplacer la banane. L'important dans ce que je vous vends là, c'est pas le fait qu'il y ait une banane et un bout de Chatterton, c'est le concept, c'est le fait que ce soit moi qui l'ai fait. Et donc ça venait en fait avec un certificat papier, c'était l'authenticité qui te disait vous êtes le vrai propriétaire de cette œuvre, parce que après c'est très facile à toi de recréer. Enfin, tu vois, autant un Picasso c'est un peu compliqué à copier, autant je veux dire une banane avec un bout de scotch dessus, je dois pouvoir le faire. Tu dois pouvoir te débrouiller. Donc vraiment, ce qui est important, c'était le concept en fait dans ça. Et le NFT c'est la même chose, c'est-à-dire que oui, l'œuvre digitale, et c'est souvent des œuvres digitales qui sont donc des dessins, des peintures, mais faites de manière digitale. Il y a aussi tout un aspect génératif sur certaines œuvres. Il y a énormément de choses différentes que juste un JPEG associé à un NFT. Mais donc, ce qui fait la différence entre juste toi copier-coller le JPEG et le fait d'avoir un NFT, c'est que tu as vraiment cette relation en fait avec l'artiste. L'artiste a vraiment donné ce concept. C'est toi qui le possèdes. Et c'est la même chose que la banane et le Chatterton. Et en fait, pour ceux que ça chagrine malgré tout, maintenant il y a des écrans spécifiques que tu peux acheter pour diffuser tes NFT chez toi aussi. Absolument, tout à fait. Oui, j'ai une marque célèbre de télévision qui a fait une télé qui s'appelle The Frame, où je mets des NFT et ça fait partie maintenant de ce que j'ai sur les murs. D'accord. Donc voilà. Donc on peut les afficher néanmoins. On peut les afficher, on peut jouer avec. Alors après, cette réalisation dans ton espace physique, elle est intéressante. Ce qui a surtout, moi, ce que je trouve de fascinant, c'est le fait qu'on passe de plus en plus de temps dans les mondes virtuels, en ligne, et que tu peux aussi le montrer en ligne, sur tous ces espaces digitaux sur lesquels tu passes du temps. Par exemple, sur Twitter, mon avatar, ma photo, maintenant est une œuvre, est un NFT, et plus ma photo à moi. Donc c'est une manière de s'exprimer aussi, de montrer qui on est en ligne. Et justement, donc là on a parlé de l'art, mais en fait les NFT c'est pas uniquement le monde de l'art, évidemment, on l'a vu tout à l'heure. Typiquement Ariani c'est des produits de luxe, donc ça a rien à voir. On n'a pas vraiment expliqué derrière Ariani, mais voilà. Mais il y a aussi par exemple le monde des jeux vidéo, où le monde des jeux vidéo, et ceux qui ont vu Ready Player One, le dernier film de Spielberg, pour encore mieux comprendre, c'est que tu peux avoir un avatar, tu vois, pour revenir sur ce terme. Et on parle beaucoup des métaverses en ce moment, donc on va pas rentrer dans l'explication de ce que sont les métaverses, mais ceux qui ont vu Ready Player One pourront comprendre. Et si vous l'avez pas vu, regardez-le. Je sais pas s'il a un titre en français d'ailleurs, ce film, mais voilà. Et en fait, ton avatar, tu peux lui mettre des baskets, tu peux lui mettre une tenue, tu peux lui donner des œuvres d'art, tu peux lui donner des super pouvoirs. Et tout ça, ça peut être des NFT aussi, non? Alors, absolument. L'une des beautés, justement, de ce fait quand on parle d'assets digitaux, alors, en français, donc c'est un bien digital, si vous voulez, c'est pas nécessairement financier, ça peut être aussi, la même chose que quand vous avez un t-shirt ou quelque chose, ça peut être un NFT aussi. Également, la première application, on va dire, au-delà de l'art, qui a vraiment pris dans ces dernières années, et puis notamment sur les 6 derniers mois, c'est ce qu'on appelle les collectibles, les objets de collection. Il se trouve que les gens aiment bien collectionner, et moi le premier. On collectionne plein de choses, et là on peut collectionner donc différents types de NFT, notamment ce qu'on a appelé donc un peu d'acronymes, mais les PFP, qui sont les profile pictures, donc les photos de profil. Et ça, vous avez déjà entendu parler des CryptoPunks, qui sont une série de 10 000 œuvres uniques, qui font partie d'une collection, ou des Bored Ape Yacht Club, qui sont pareil, une collection. Il y a 10 000 de ces collectibles. Et l'idée, c'est d'en avoir un, de faire partie de ce groupe. Et de la même manière que vous pouvez avoir le fait d'avoir une montre, vous faites partie d'un club de gens qui ont cette montre. Je sais pas, quand on a une Patek Philippe ou une montre, une Piaget, à la fois tu as l'objet qui te passionne, et tu fais partie d'un groupe de personnes. Et donc ces collectibles, en fait, comme CryptoPunk, comme Bored Ape Yacht Club, sont devenus des marques à elles-mêmes. C'est devenu des marques qui deviennent extrêmement intéressantes, parce que les gens s'identifient, les gens veulent en faire partie, et le fait que vous possédiez cet asset digital fait que cet asset digital, ce PFP, fait que vous faites partie de cette communauté. De la même manière que quand on achète une montre ou une paire de baskets, on a l'impression de faire partie
partie de la communauté Audemars Piguet, de la communauté Nike. Et c'est une manière à la fois donc de sentir cette appartenance, d'être content d'avoir un bel objet, parce que quoi qu'on en dise, ces NFT en fait sont des objets numériques, mais des objets tout de même. Et ce qu'on voit notamment, enfin là j'étais à New York pour NFT NYC, qui est une grosse conférence sur les NFT. Bored Ape Yacht Club avait un pop-up store où ils vendaient des t-shirts qui n'étaient même pas le NFT, qui était plus la marque Bored Ape, et il y avait une queue absolument gigantesque de gens qui, comme sur les drops de Supreme ou Off-White, qui attendaient dans la rue parce qu'ils voulaient faire partie en fait de cette communauté. Donc c'est vraiment la première application qu'il y a eu. Une application intéressante qui va nous amener sur le jeu vidéo, c'est aussi une très belle réussite française qui est Sorare, qui est là en fait la digitalisation des cartes Panini, on va dire. C'est des cartes des collectibles de cartes de joueurs de foot. Alors tu les collectionnes, tu les échanges, il y en a des plus rares, des moins rares, mais il y a aussi la possibilité après de jouer avec, et il y a tout un système de jeux, différents jeux d'ailleurs, qui sont faits à la fois par Sorare, puis par d'autres personnes aussi, qui te permettent de prendre tes cartes NFT, et les amener dans un jeu qu'ils ont fait eux. Donc en fait ils construisent par-dessus la couche qu'a fait Sorare, puisque encore une fois il y a pas les limites que tu as avec Facebook. Ou Facebook, si tu construis quelque chose sur Facebook, faut l'autorisation de Facebook, faut une clé API. Là Sorare a fait ses cartes, ils ont fait un jeu aussi qui va avec, où beaucoup de gens jouent, mais toi tu peux créer un jeu en disant si t'as tes cartes Sorare, tu peux venir jouer chez moi aussi. Bien sûr. Donc ça c'est aussi, ça fait partie de cette portabilité qui est très intéressante dans Web3. Et comme tu le disais, il y a définitivement tout l'univers du jeu vidéo, et alors là c'est une application, je pense, qui est probablement la plus facile à comprendre. C'est et ce qui est plus drôle, c'est que c'est aussi une des manières dont Vitalik Buterin, qui est le fondateur de Ethereum, qui est cette deuxième blockchain dont on se parlait, qui est vraiment un peu plus avancée que Bitcoin sur le plan technique, et qui permet de déployer du code et de faire beaucoup plus de fonctionnalités. C'est une des manières dont il expliquait pourquoi il avait compris cette notion d'assets digitaux, c'est qu'à l'âge de 13 ans, il avait un compte sur Diablo qui avait plein d'assets, et il s'est fait bloquer son compte. Alors il semblerait parce qu'il était allé essayer de vendre ses assets qu'il avait, ses épées, ses casques, et ça c'est contre les règles, qui avait durement gagné dans le jeu. Il essayait de les vendre à des gens, et ça c'est interdit en fait dans les conditions d'utilisation de Diablo, et donc Diablo lui a coupé son compte, et il disait que il avait pleuré toute la nuit en se rendant compte en fait de cette injustice, que tout ce qu'il avait durement gagné dans ce jeu, il le possédait pas vraiment. Et donc là, c'est là où justement dans le jeu vidéo, le fait que tu puisses avoir des wearables, mais aussi des assets pour ton jeu, tu as besoin du NFT en fait pour qu'il soit à la fois ta vraie propriété, tu puisses en faire ce que tu veux, mais aussi portable dans d'autres jeux. Donc l'idée c'est aussi que si je joue dans un jeu comme un des jeux qui fonctionne le mieux aujourd'hui, où il y a 1 million de daily active users, 1 million de personnes qui jouent tous les jours, ça s'appelle Axie Infinity. C'est une espèce de petit Pokémon, c'est un peu comme des Pokémon, tu fais des Axies, et t'as trois Axies pour faire une équipe, et vous faites des petits combats avec des gens, et puis quand vous gagnez, vous récupérez des tokens qui permettent de faire que ces Axies se reproduisent. Et donc on peut voilà. Donc tu construis une armée après. Tu construis une armée de petits Pokémon. Et ces Axies, c'est des NFT. Et tu peux à tout moment les envoyer à quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, j'en ai quelques-uns, je les prête à d'autres parce que j'ai pas le temps de jouer. Mais ils sont toujours à moi. Je les ai prêtés, mais ils sont toujours à moi. Et puis, tu peux, bien sûr, il y a des gens qui commencent à créer des jeux en disant, vous avez des Axies, vous pouvez les amener dans mon jeu, et vous pourrez jouer à mon jeu avec ces Axies. Et pour pouvoir jouer, et donc là, vraiment, tu as cette portabilité, cette idée que je peux faire ce que je veux avec mes assets et les amener dans n'importe quel monde, pas nécessairement que l'expérience limitée que le créateur du NFT ou du jeu m'a fait. En fait, c'est incroyable parce que je pense que pour plein de gens qui nous écoutent, ça semble hyper virtuel. Enfin, en même temps, ça l'est. Donc, mais tu vois, genre, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ultra virtuel, alors que... Et en fait, moi j'ai bien aimé ton explication au début de dire, les deux que tu as donné, c'est-à-dire, d'abord, on possède tous des biens virtuels parce que l'argent qui est sur notre compte, il est totalement virtuel, c'est qu'une question de confiance, mais voilà, et il nous appartient pas. C'est-à-dire que si, comme au Liban en ce moment, les banques décident de plus vouloir vous donner votre argent, en fait, vous allez vous rendre compte assez rapidement que cet argent il vous appartient pas et que vous pouvez pas le retirer. Ça c'est le premier truc. Et ce que tu disais aussi sur les artistes, et de dire,
en fait, une œuvre d'art, elle a pas de valeur. Enfin, je veux dire, intrinsèquement, enfin, une toile et la peinture, ça vaut pas grand-chose. Ce qui vaut, c'est le travail de l'artiste, évidemment. Et les artistes, quand au début ils faisaient des nouvelles œuvres, on peut parler de plein de nouveaux artistes qui étaient des nouvelles vagues à l'époque. Ils étaient très décriés. On comprenait pas ce qu'ils faisaient. C'était en rupture. Et là, en fait, la NFT, c'est un peu ça aussi. Ça arrive en rupture avec ce dont on avait l'habitude. Comme les jeux vidéo, ça arrive en rupture avec ce dont on avait l'habitude. Mais en fait, c'est pas pour ça que ça vaut rien et que c'est... En fait, c'est là où tu vois que peut-être qu'on est un peu trop vieux, parce que toutes les jeunes générations qui ont moins de 25 ans, elles comprennent, mais très très simplement, quand tu leur parles d'un NFT, en fait, c'est limpide pour eux. Ouais. C'est parce que c'est quelque chose dans lequel ils évoluent. Quand t'es dans un jeu vidéo et que tu te bats enfin même un jeu vidéo comme Fortnite par exemple, qui n'est pas du tout Web3, qui est centralisé, tous leurs revenus viennent de la vente de skins. Les skins, c'est juste des wearables, des ça vêtements. parlera aux parents parce que les parents les offrent aux enfants à Noël, souvent. Enfin, aux ados. Une des manières dont j'ai découvert en fait vraiment le fait que c'était un énorme marché, c'est parce que j'ai un copain qui a des enfants qui ont 12-13 ans à l'époque, il y a 3-4 ans maintenant, qui disait pour Noël, mon gosse il m'a demandé il m'a demandé un skin qui vaut 30 balles. J'ai fait non mais ça va pas la tête. Mais vraiment les enfants en fait le comprennent. Un skin qui est à $30, ça les vaut pour eux parce qu'ils passent beaucoup de temps dedans. Alors il y a un truc que je donne qui est un exemple moyen, mais quand on était, je sais pas pour toi, mais quand j'étais gosse, si t'avais pas quand t'es dans la cour de récré, si t'avais pas les Nike aux pieds, on me disait t'es un loser, t'as pas de Nike. Maintenant, en fait, dans les cours de récré, quand la manière de faire la même chose, ce qui est bien sûr pas terrible, c'est de dire t'es un default. Alors, qu'est-ce que ça veut dire t'es un default? Ça veut dire que dans Fortnite, t'as le skin par défaut. Tu n'as pas un skin custom que t'as acheté et donc t'es un loser parce que t'as un skin par défaut et pas un truc customisé. J'avais jamais entendu parler de ça. Alors, si on pouvait essayer que on ne soit pas, enfin que ce soit pas ce genre de comportement, ce serait mieux, mais c'est quand même un bon exemple en fait du fait que on a vraiment porté, enfin pour ces générations, ce que tu portes dans le monde virtuel, c'est au moins, si ce n'est plus important que ce que tu portes dans le monde physique. Et alors du coup, là on a parlé de l'art, des jeux vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres applications pour les NFT que ces deux mondes-là? On a parlé des collectibles aussi. Peut-être on peut faire un tour par le monde du luxe ou je sais pas en fait. En fait, t'as plein d'applications potentielles. Comme je dis, c'est un médium. Donc il y en a qui ont déjà pris. C'est une feuille de papier en fait. C'est une feuille de papier. Donc il y en a qui ont déjà prise et il y en a qui ont pas encore bien prise. Par exemple dans la musique, il y a plein de choses qui ont commencé à être faites. Je sais pas, j'ai participé à la vente de Blau. Il y a des plateformes comme. Alors explique-moi dans la musique par exemple. C'est ça la question. C'est tu vois la musique. Tu vois l'art, t'as un truc tu peux voir. J'ai vu Booba qui avait mis son morceau en NFT, mais j'ai pas très bien compris ce qu'il avait fait précisément. Tout à fait. Donc là, il y a beaucoup d'expérimentations qui se font sur qu'est-ce que ça veut dire pour un artiste dans la musique de faire un NFT. Et on n'a pas encore craqué le truc. Je pense que personne n'a fait encore. Mais il y a des pistes. Si tu veux, par exemple, il y a tout ce qui est le merch, enfin le merchandising qui vient que tu achètes quand tu vas à un concert. T'achètes un t-shirt. En fait, quand t'achètes un t-shirt de ton groupe préféré après un concert, tu l'achètes pas nécessairement vraiment parce que tu trouves que le t-shirt est magnifique. Tu l'achètes aussi parce que t'as envie d'avoir une partie de cette marque c'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance et puis c'est aussi participer, donner un peu plus d'argent à l'artiste et puis montrer que tu fais partie de cette communauté. Moi, un truc qui m'intéresse pas mal et que je donne en exemple en général, c'est les vinyles. Par exemple, les vinyles. L'idée du vinyle, c'est que c'est un CD c'était un disque qu'il y a dedans pour écouter de la musique, d'accord. Sauf que maintenant, en fait, je vois beaucoup de gens qui les encadrent les vinyles et les mettent sur le mur. Alors que c'est pas du tout l'usage à la base, tu vois. Mais ces gens, en fait, sont pris d'amour pour l'art qui est dessus et le mettre sur le mur parce qu'ils trouvent ça beau, parce que c'est aussi un signe d'appartenance. Et donc, c'est ce genre de nouvelles choses qui sont à explorer pour notamment tout le domaine de la musique. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un NFT pour de la musique? Parce que, est-ce qu'on en a vraiment besoin, pas besoin? Mais, comme je dis, le vinyle que tu mets sur ton mur, c'est pas l'usage primé, c'est un usage détourné. Et je pense que le NFT, il va falloir pour les artistes, il va falloir trouver ce que c'est aussi que cette petite chose que les gens ont envie d'avoir. Et ça, c'est là où on est encore dans un univers très très jeune. Et il y a beaucoup de possibilités. Et je pense que justement sur le monde de la musique, il y a un truc qui n'a pas encore été craqué, mais il y a plein d'artistes. Il y a Jacques aussi qui avait fait
qui avait fait un NFT. Non, Jacques, l'artiste, qui avait fait un NFT comme ça il y a en début d'année. Blau, je t'ai dit qu'il en avait fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Blau? Alors Blau, il a vraiment vendu en fait les 33 NFT qui étaient les 33 chansons de son album. Donc tu étais le possesseur de cette chanson. Et en plus, lui, il a rajouté quelque chose récemment, qui est qu'il redistribue une partie de ses royalties aux possesseurs de ces NFT. Donc il y a en plus derrière, tu vois, il y a une réalité financière. Une réalité financière derrière. Après, je pense que la réalité financière n'est pas nécessairement dans un NFT, mais ça en fait partie. Et donc quand tu possèdes un NFT de Blau, tu as un petit retour financier, mais aussi tu participes en fait à une communauté de tous les gens qui aiment bien Blau et qui veulent lui donner, lui expliquer pourquoi est-ce que il devrait faire cette musique ou ce qu'il devrait faire. Participer en fait. Tu deviens un participant dans la création de Blau. J'ai vu aussi, alors c'est pas des NFT, mais Orelsan a, je sais pas si ça a vu passer, mais il a fait plusieurs pochettes de son nouvel album. Et en fait, elles ont des numéros, elles sont en série limitée. Mais étrangement, tu vois, ça ressemble beaucoup à ce que tu pourrais faire avec des NFT, mais il l'a pas fait en NFT. C'est-à-dire que tu payes un album X prix, parce qu'en fait, je sais plus si c'est le disque en lui-même ou si c'est la pochette, mais en fait c'est pas la même, et en fait en fonction il y en a quelques-unes, je sais plus, une X, admettons 12, je sais pas précisément, mais il y en a peut-être une qui est imprimée à 5 exemplaires, l'autre qui est imprimée à 50 exemplaires, etc. Et donc encore une fois, les assets digitaux, on en possède tous, ça existe déjà. L'idée d'acheter une œuvre, ou un petit dessin qui est en série limitée, ça existe depuis avant la blockchain. La grosse différence, c'est comme avec ta banque, où quand tu as 1 euro dans ton compte en banque, il n'est pas vraiment à toi parce que en fait c'est la banque qui contrôle. Si l'artiste, ou même Fortnite, quand je disais les skins sont pas Web3, c'est parce que si demain Fortnite décide de te couper l'accès, tu n'as plus tes skins. Et j'imagine que cet exemple-là que je connais pas, mais ça doit être pareil, c'est que si demain il décide de te couper l'accès ou autre chose, c'est que ou d'en imprimer XY. Alors ça, bien sûr, c'est une possibilité, mais aussi juste le fait que peut-être qu'ils arrêtent le site, ils disent bon, finalement ça n'a pas fonctionné ce truc, on en a marre. Ils arrêtent de maintenir la base de données centralisée sur laquelle sont gérés ces assets, et ils disparaissent, tu les as plus. Alors que si c'est déployé sur Ethereum, même si la personne qui l'a déployé, le créateur l'a déployé, disparaît et ne maintient plus, c'est pas grave. La blockchain est toujours là et restera là tant qu'Ethereum est là. Et donc, tant qu'il y a des gens qui veulent qu'Ethereum fonctionne, Ethereum continuera à fonctionner. Et c'est pas nécessairement lié à une personne qui est un agent centralisateur qui décide de faire tourner l'infrastructure. Alors du coup, si je veux, admettons, je me dis, j'ai envie d'acheter des NFT. Alors, du coup, attends, pardon. On a parlé du monde de l'art, des jeux vidéo, des collectibles. Le monde du luxe, on a touché un petit peu, mais globalement, l'idée, c'était de donner une identité numérique à un produit, en gros. Alors, nous, ce qu'on fait chez Ariani, c'est donc ce qu'on fait depuis 4 ans, c'est vraiment essayer de créer le double digital des produits de luxe. Donc, vous avez des produits physiques. L'idée, c'est mais ils sont ils sont bloqués dans le monde réel, on va dire. Mais comment est-ce qu'on leur donne une vie dans le monde numérique? Parce que il y a quand même plein d'endroits où ce serait sympa de pouvoir soit porter ces vêtements, donc dans Fortnite, par exemple, mais aussi pour certains processus, que ce soit la revente en ligne, que ce soit l'assurance et plein d'autres applications, le fait d'avoir un NFT qui donne donc une preuve digitale, une identité digitale qui prouve que tu possèdes un vrai produit, te permet de beaucoup plus facilement mettre en vente, de beaucoup plus facilement avoir une assurance. Parce que sinon, il faut envoyer une photo des papiers de ton reçu d'achat, de de ta carte d'authenticité qui vient en général avec ta montre, avec ton produit à haute valeur ajoutée, et puis une preuve du carnet d'entretien aussi qui montre bien que tu as fait l'entretien comme il fallait pour ta montre. Et donc nous on digitalise et ça te permet vraiment de tout d'un coup de donner une vie dans le monde numérique à tes objets physiques. Et n'importe qui sait que on peut avoir un faux produit de luxe, une fausse montre par exemple, qui est très bien reproduit. Ça veut dire que, évidemment, un faux certificat, c'est très facile à faire. Même moi, je pense que je pourrais le faire. Un faux certificat papier, oui, bien sûr. Un faux certificat papier, c'est extrêmement simple. Alors que le faux certificat numérique, c'est impossible. Alors, tu ne peux pas. Alors après, c'est comme tout, tu peux faire que je crée un certificat numérique et je te fais croire que c'est un vrai. Donc il y a une certaine, ça fait partie des choses sur lesquelles on bosse beaucoup, c'est bien identifier quels sont les vrais certificats numériques. Mais une fois que tu sais que ce compte-là crée les
certificats pour Breitling, eh bien, tu peux t'assurer vraiment en un clic que ce certificat, ce NFT que tu as, a bien été créé par la bonne marque. Donc ça, c'est les différents. Bah, pour l'instant, parce qu'en fait, ce que tu disais, c'est que comme le NFT, c'est comme une feuille de papier. En fait, on peut envisager des tonnes d'usages différents, et je pense que la très grande majorité des usages n'ont pas été inventés en réalité. Absolument. Donc c'est un monde qui est relativement vierge. Si demain je me dis tiens, ok, j'ai envie de m'intéresser au NFT, mais ça m'a l'air bien complexe. Par où je le prends en fait? Par où je commence? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la manière, on va dire, un peu compliquée, c'est-à-dire de s'intéresser à la blockchain, de vraiment aller dans la technique et de se créer des comptes après. Donc ça, OpenSea par exemple, donc là il faudrait maîtriser un petit peu les outils type MetaMask et Ethereum pour pouvoir acheter sur OpenSea, qui est la plus grosse plateforme d'échange de NFT aujourd'hui. Mais il y a de plus en plus aussi de plateformes qui te permettent de le faire sans nécessairement être capable de maîtriser ces outils qui sont à la fois, on va dire, technologique, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'être très technique en fait. Il y a juste besoin de les apprendre. C'est des nouveaux outils. Il n'y a pas besoin d'avoir des capacités techniques pour faire de la blockchain, utiliser MetaMask ou autre. C'est juste que c'est un nouvel outil à apprendre. Et donc, il faut investir un petit peu de temps pour l'apprendre. Maintenant, il y a des plateformes type Nifty Gateway, voire même maintenant OpenSea, pour certains NFT qui te permettent de les acheter avec une carte bleue, et de pas avoir nécessairement à gérer tout ce côté, et avec qui ont des wallets, qui sont créés pour toi, et de pas avoir nécessairement à gérer toute cette complexité, on va dire, qui est en train d'être simplifiée. On crée des interfaces de plus en plus simples. Il y a des super projets comme Zengo par exemple, qui essaie de faire des wallets, ou Argent, qui essaie de faire des wallets très simples. Mais donc pour commencer, je dirais Zengo, Argent pour le côté wallet, histoire de comprendre un peu, c'est génial. Donc le portefeuille wallet, c'est des portefeuilles, ça sert à quoi? Alors oui, le wallet en fait c'est comme, faut voir ça comme ton identité sur la blockchain. C'est ce qui représente toi et tout ce que tu as en fait dans ce wallet, que ce soit alors des crypto-monnaies bien sûr, des NFT, mais aussi des tokens qui représentent par exemple ta participation à un événement. Là j'étais à un événement la semaine dernière où les tickets pour l'événement étaient vendus sous forme de NFT. Et donc dans mon wallet, j'ai des cryptos, j'ai des NFT d'art, j'ai des NFT de jeux vidéo, j'ai aussi quelques tickets qui montrent que je suis allé à cet événement. Et donc c'est vraiment ça le wallet, c'est juste ton identité sur laquelle tu enregistres tous les différents tokens que tu as, enfin où tous les tokens sont stockés. Okay. Et donc, comme je disais, ces tokens peuvent être NFT, fongibles, tous les exemples qu'on a donnés. Et donc je commencerai déjà avec ça, histoire de comprendre un peu cette notion de c'est mon identité numérique, c'est là où j'ai mes tokens, et puis après aller faire un petit achat sur Nifty Gateway, c'est une super plateforme. T'as aussi Origin Protocol qui fait des choses sympas, Eni qui fait pas mal d'art, enfin il y en a pas mal, je peux donner une liste si tu veux de toutes ces, on peut la partager après, mais il y a beaucoup d'endroits maintenant qui facilitent vraiment le travail. Bitski aussi est pas mauvais du tout. Et après sur Ariani, alors nous on vend pas de NFT puisque c'est vraiment les marques, on aide les marques à créer des NFT pour leurs produits, mais par exemple nous on a un wallet où tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit de la crypto, tu télécharges l'app et tu pourras récupérer tous tes certificats, enfin tous tes NFT de produits et de marques de luxe sans avoir à aucun moment à gérer le côté crypto des choses. Et un usage aussi des NFT, ça peut être l'accès à des clubs privés, enfin de gens qui possèdent, parce qu'en fait on l'a dit depuis tout à l'heure, même si les gens y rejettent un petit peu cette idée, j'imagine, quand tu achètes des choses, il y a beaucoup de reconnaissance sociale. C'est une montre, bien sûr que c'est pour donner l'heure, mais il y a aussi une question de reconnaissance sociale. Un pull tu parlais tout à l'heure d'un groupe de rock, bien sûr que ça te permet de t'habiller, mais en fait c'est évidemment une reconnaissance sociale. Donc cette reconnaissance sociale, elle est visuelle pour ce qui concerne les habits ou les montres ou les sacs ou je ne sais quoi. Mais en fait tu pourrais envisager que le luxe, ça soit aussi le luxe, pas que le luxe d'ailleurs, ça soit l'accès à des clubs privés de gens qui possèdent à peu près les mêmes choses que toi. Alors, absolument. Et ça, c'est vraiment été au cœur de la vision d'Ariani. C'était qu'on pensait que ce NFT qu'on crée, donc il facilite vraiment la vie de ton numérique, mais il te permet aussi de garder un lien entre le
producteur d'un objet, qu'il soit physique ou numérique, et le possesseur de cet objet. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a beaucoup de marques qui créent des clubs VIP, ou enfin des clubs de possesseurs et de collectionneurs. Et là, en fait, très facilement, tu peux dire, bah, si tu as mon NFT, tu as juste à me montrer ton wallet et boum, tu peux rentrer. Il y a certaines marques avec qui on bosse qui nous expliquent, par exemple, alors soit qu'ils ont beaucoup de mal à faire que les gens s'enregistrent, et ça c'est un premier problème là avec le NFT. En fait, on facilite vraiment parce que les gens ont même pas besoin de s'enregistrer. Ils ont juste à dire, bon voilà une identité, boum, tu vois quel produit j'ai et que je fais bien partie de ce groupe. On a beaucoup de marques, surtout sur le haut de gamme, qui ont des problèmes où leur club VIP, en fait, il y a trop de monde qui s'inscrit. Ils vendent X milliers de produits et il y a 2 fois ça de personnes qui s'enregistrent parce que les gens ont envie de faire partie de ce club VIP, mais ne sont pas vraiment en fait des possesseurs. Donc eux, ça leur fait une manière de gérer ça. Ça, je dirais, c'est sur le limiter l'accès, si tu veux. Mais au-delà de limiter l'accès, il y a aussi d'autres applications qui sont comment est-ce que tu montres que tu es bien allé à un événement. Il y a un protocole qui s'appelle le Proof of Attendance Protocol, POAP, et tu sais juste quand tu vas à un événement, donc tu vas à un concert, tu vas à une conférence, tu vas même en ligne, tu vas regarder, tu écoutes le podcast Vlan par exemple, et ben tu pourrais claimer parce que tu as écouté le podcast Vlan, tu pourrais récupérer un token complètement gratuitement qui dit j'ai bien écouté ce podcast, cet épisode, et donc je fais partie de la communauté Vlan. Et ça c'est juste une manière en fait de récupérer des marqueurs qui t'identifient et que tu possèdes vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment ton profil qui identifie un peu tes préférences, ce que tu aimes et les personnes ou les groupes ou les marques auxquelles tu veux être associé. Hyper intéressant. Et alors du coup, la question nécessairement, c'est qu'est-ce que je dois acheter non, bah, je pense que en fait, on sait que il y a beaucoup de spéculation. Il y a pas mal de personnes qui ont fait beaucoup d'argent sur les NFT, sur la blockchain de manière générale. Nécessairement, ceux qui s'intéressent au sujet un tout petit peu, ils se disent, mais alors du coup, c'est quoi les conseils? Comment j'évite les scams? Enfin, les scams, donc les faux projets. Ou est-ce que simplement, je fais comme dans l'art et je paye des œuvres que je trouve jolies ou que je veux supporter un artiste. Après, il y a des grands artistes. Par exemple, j'ai vu JR qui a fait une œuvre en NFT. Donc il y a des artistes qui sont déjà très connus qui utilisent des NFT, souvent ceux-là d'ailleurs. Et puis il y a des artistes qui sont moins connus, qui ont besoin de visibilité. Et finalement, tu te dis bah tiens, je vais supporter cet artiste. Comment tu fais tes choix en fait? Alors, je dirais que pour le grand public, je pense qu'il faut pas acheter un NFT parce qu'on veut le revendre plus cher plus tard. Si ça se passe, c'est génial, c'est très bien, mais je pense qu'il faut acheter un NFT parce que vous avez envie d'avoir cette expérience du NFT. Et c'est là où je pense que tu as raison sur le côté. Il y a des artistes déjà qui sont connus, que vous connaissez, que vous appréciez probablement déjà, qui se mettent à vendre des NFT, et privilégier d'acheter à ces gens-là, ou à ces marques-là, ou à ces groupes-là, que vous appréciez déjà, parce que ce qui fait qu'un NFT aura de la valeur, c'est le fait que les gens, potentiellement de la valeur dans le futur, c'est que les gens le veulent et les gens aiment en fait entre guillemets ce à quoi c'est relié, la marque à laquelle c'est relié. Et donc ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. C'est le seul conseil que vraiment je donnerais sur l'investissement. C'est vraiment au lieu de vous demander qu'est-ce qui va prendre de la valeur, un peu comme je vais acheter cet artiste parce qu'il a la cote, achetez plutôt des artistes que vous aimez et faites l'expérience justement de ce NFT plutôt que de vous demander est-ce que ce NFT c'est un bon investissement, parce que franchement c'est très difficile à dire. Alors, il y avait déjà beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent dessus sur les NFT. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont perdre beaucoup d'argent sur les NFT parce que c'est, comme on l'a dit, c'est encore un peu une page blanche, hein. Il y a encore plein de choses qui se créent et il y a beaucoup de choses qui se tentent, et un peu comme dans le domaine des startups ou dans le domaine de l'art, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître parce que en fait ça marchait pas bien, ça n'a pas trouvé son public. Et puis il y a une minorité de choses qui vont vraiment bien fonctionner, qui vont trouver leur public ou leur marché pour une startup et qui vont devenir des choses, des NFT qui ont une grande valeur. Mais aujourd'hui, dire exactement lequel va être le cheval qui va gagner, c'est très compliqué. Et donc, soit vous mettez beaucoup de temps et vous faites une opinion, soit, alors, si vraiment vous voulez faire des investissements, il commence à se créer des fonds de NFT, un peu comme il y a des fonds VC pour les startups, où là, vous avez quelqu'un qui passe le temps à essayer de trouver quels sont les bons NFT, qui les achète pour le groupe, et puis faut faire confiance que cette personne fait du bon travail.
Mais si vous êtes en tant que particulier, je pense qu'il faut vraiment pas trop se focaliser sur le côté investissement. Enfin, je trouve ça dommage parce que les NFT c'est quand même beaucoup plus que juste l'investissement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment les nouvelles expériences que ça peut créer. Ouais, en fait, ça fait vraiment penser au monde de l'art et tu sais, toutes ces personnes qui ont acheté des artistes parce qu'ils les aimaient bien. En fait, personne ne connaît le prochain Picasso, c'est impossible de savoir qui va être cette personne et surtout de l'acheter quand il n'est pas connu. C'est-à-dire que ça fait penser justement à cette. Je parlais d'Orelsan tout à l'heure, il a cette chanson où il dit t'aimais mieux quand j'étais moins connu, mais tu me connaissais pas non plus. Donc c'est vraiment ça. Et donc du coup, on peut jamais vraiment savoir. Donc c'est plus une expérience. Et puis aussi voir, enfin là l'idée aussi de cet épisode, c'était aussi de montrer que la majorité du marché, enfin des possibilités plutôt, des NFT, il est pas ouvert encore. Enfin, c'est-à-dire que tout est en écriture. On est vraiment au tout début du truc. C'est comme Internet au milieu des années 90. Il y a encore des possibilités énormes, plein de choses qui vont se créer et vraiment un monde pas seulement à découvrir, mais à co-créer et à créer. Donc, le plus de monde qui peut venir et commencer à avoir cette expérience, à participer, je pense qu'il y a énormément à gagner à aller découvrir cet univers. Super. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Justement, je voudrais plutôt ouvrir la porte et ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je voudrais vraiment que les gens voient le NFT pas juste comme une espèce de mode qui est là, mais plutôt comme et bien sûr qu'il y a une folie spéculative autour des NFT en ce moment. Hein. C'est malheureusement la plupart de ce que les médias couvrent, c'est le fait qu'on ait des NFT qui se vendent à des millions de dollars. Mais je pense qu'il y a quelque chose vraiment de plus important que ça. C'est l'expérience qu'est le NFT et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc, moi, je voudrais vraiment ouvrir la porte à tout le monde. Que vous soyez technique, que vous soyez pas technique, vraiment, c'est pas une imitation. Que votre industrie soit déjà représentée, comme on l'a dit avec la musique. La musique, il n'a pas encore trouvé son usage du NFT, mais je pense que ça va arriver. Donc, quoi que vous fassiez, je pense, allez commencer à tester différents outils, différentes plateformes. Il y a plein d'outils en ligne qui vous permettent de le faire ça facilement. Cargo.build aussi, c'est une plateforme qui permet de le faire de créer des NFT assez facilement. Des choses comme Unlock Protocol. Enfin, il y a plein d'outils qui, si vous avez envie de jouer un petit peu avec la technologie, et encore une fois, sans profil technique très très poussé, vous pouvez vraiment commencer à jouer avec les NFT. Donc vraiment, je voudrais ouvrir la porte à tous ceux qui ont peut-être une envie ou pas, mais de venir tester le truc. Est-ce qu'on peut offrir un NFT pour Noël, par exemple ? Et vous pouvez offrir un NFT pour Noël à votre famille, c'est une très bonne idée. C'est ce que je fais cette année d'ailleurs. et donc après, avec toute l'explication qui va avec, hein, c'est-à-dire que voilà où il est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu peux en faire. Mais oui, c'est une très bonne idée, pour sûr. Parfait. Cool. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup à toi, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.